Honnêtement, j'ai rien qui me vient. T'as fait aucune erreur. Non, ça j'ai pas dit, mais toutes les erreurs que j'ai faites, je les ai faites à cause de lui, parce que c'est notre conseiller. Ah, En plus, on va tester la qualité de l'écriture. en général, c'est mauvais. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. All right, so Gabi Smarker is the future of pediatric health. Monitoring de femmes enceintes pour assurer la santé des bébés. Ce qu'on fait, c'est qu'on a créé une solution de monitoring à la maison, exclusivement pédiatrique, qui s'articule autour d'une plateforme de santé intelligente. Bloom Life, nous sommes une boîte de santé féminine qui visons à définir un nouveau standard pour la santé prénatale. Tu écris trop vite pour moi. Donc pour moi, c'est l'amélioration des soins de santé en général grâce à la technologie. De manière similaire, donc MedTech, c'est l'acronyme pour Medical Technologies en anglais, ce qui veut dire les technologies au service des soins de santé. Donc oui et non, il y a plusieurs types de certifications dans la MedTech, dans la technologie médicale. La première certification qui est nécessaire, c'est une certification ISO, la norme 13485, qui est une norme qui certifie les sociétés, les petites boîtes ou les boîtes, qui visent à développer et commercialiser des dispositifs médicaux. Et donc ça, c'est le premier niveau de certification. Après, il y a des certifications par produit, donc par dispositif, qui sont alors des certifications vraiment orientées produits, qui peuvent être une certification FDA ou un marquage CE pour dispositifs médicaux. Donc ça, qui sont des certifications qui sont données de nouveau par produit individuel. Nous n'avons pas encore, nous sommes en phase de poursuivre et d'obtenir ces certifications. Donc ça reste un des buts pour 2022. Ok, et chez toi? Pareil. J'ai J'ai mis oui et non. Ouais. Non, mais la situation est similaire en fait. Donc on a aussi obtenu la même certification ISO. Je ne vais pas vous refaire le petit cours que Julien a fait, qui était très clair et très bien. Mais voilà, nous on est aussi la certification ISO 13485. Et donc là aujourd'hui, on est en train de travailler pour pouvoir obtenir la certification médicale de notre solution actuelle. Ok, et pourquoi c'est le Graal, la certification? Pourquoi il faut absolument cette certification? C'est l'accès au marché. Donc c'est un marché, le marché des dispositifs médicalisés est un marché régulé, c'est-à-dire que ce n'est pas possible de commercialiser une solution qui n'a pas le timbre d'approbation du FDA ou des organisations CE, de marquage CE. Et donc c'est nécessaire. Sans ça, pas de business, pas de produit, pas de business. Honnêtement, j'ai rien qui me vient. T'as fait aucune erreur. Non, ça j'ai pas dit, mais toutes les erreurs que j'ai faites, je les ai faites à cause de lui, parce que c'est notre conseiller. Mais tu nous en Non, parleras c'est après. justement, c'est pas des erreurs, Non, c'est c'est pas. des succès. Mais justement. Mauvais conseiller, voilà. Non. Oui, donc voilà, alors il y a forcément pas mal de challenges, mais en ce qui concerne vraiment le process de certification, etc., nous, on s'est heurté au caractère très conservateur des organismes, des agences de réglementation, que ce soit le FDA aux États-Unis ou les autorités européennes ici. Alors qu'est-ce que je veux dire par caractère conservateur? Il faut savoir que Bloom Life, donc notre business, est vraiment orienté sur donner aux mamans, aux futures mamans, la possibilité de prendre plus de responsabilités dans le management de leur grossesse. Donc nous, on était pour l'ouverture des données, l'accès aux données aux futures mamans. Et ça, malheureusement, ça va à l'encontre du système en place. Le système en place en termes des soins de santé, principalement, enfin surtout au niveau de la santé prénatale, c'est un système qui est un système patriarchique où la grossesse, elle est dans les mains du médecin, elle n'est pas dans les mains de la maman. Et donc, ça a un impact concret sur la manière dont les dispositifs sont organisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des dispositifs médicaux pour les médecins. Les médecins vont avoir les données, c'est eux qui gèrent les données, etc. Nous, on a toujours dans l'idée de faire un dispositif médical pour les mamans. Et donc, ça change l'utilisateur, et ça ne rentre pas dans le framework, dans le contexte, dans les choses en place dans ces organismes réglementaires. Et donc, du coup, grosse difficulté. Et on n'a pas encore fini de le surmonter. On est encore en train de se battre pour ça. Sous-estimer la charge de travail d'un point de vue clinique, donc tout ce qui est en lien avec les tests cliniques. Julien a dit qu'on était dans un secteur qui était évidemment très réglementé, c'est vrai. Et pour obtenir ces fameuses certifications, il faut réaliser toute une série de tests cliniques. Un élément auquel nous on s'est confrontés qui était un vrai challenge, c'était ces fameuses études cliniques. On se rend compte, quand on démarche d'abord les hôpitaux, que les gens sont très enthousiastes par rapport à la solution qu'on développe, donc ça c'est super chouette.
Et puis on s'engage avec ces fameux hôpitaux, on commence à travailler avec eux, et puis là, le recrutement des sujets est en fait beaucoup plus long que prévu, et ça demande beaucoup de travail de pouvoir suivre ces médecins, et aussi quelque part beaucoup de tact, de pouvoir accompagner à la fois ces médecins dans le recrutement, et puis dans l'usage, et donc finalement dans cette fameuse étude clinique, arriver à les accompagner tout en gardant en tête finalement les priorités de l'étude pour l'entreprise, et en même temps arriver à faire ce grand écart où finalement on arrive à bien s'insérer dans leur pratique au quotidien. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Il y a peu de profils comme ceux-là sur le marché, particulièrement en Belgique, et donc pour nous ça a été un vrai challenge. Oui et non. Je l'aime bien celui-là. Alors, en fait, c'est-à-dire que je vais prendre notre cas. Chez Gabi, on fait à la fois du software, j'ai décrit la solution de tout à l'heure, elle s'articule autour d'une plateforme de santé. Donc là, on est vraiment dans le software. Ça, c'est une compétence qu'on a internalisée, parce que c'est là-dedans qu'on voit la valeur de l'entreprise se développer dans le futur. Il y a encore plein de choses à faire. Ça. Mais on a également une composante hardware. Cette composante hardware, ça reste du R&D, évidemment, enfin de la R&D, évidemment. Nous, on a pris la décision de l'externaliser, et pour l'instant, on la garde externalisée. Pourquoi ? Simplement parce que ça a eu beaucoup de sens pour nous de quelque part choisir ces batailles. La priorité, c'est d'arriver avec une solution qui fonctionne et finalement de répondre aux besoins qu'on a identifiés au départ, et ce, de la manière la plus rapide possible et la plus efficace possible. Donc quelque part, ça ne sert à rien d'abord de réinventer la roue, c'est un premier élément. Et donc nous, pour reprendre l'exemple du hardware, on a utilisé des composants existants. On a développé un outil, carte mère, etc., PCB, etc., pour que ce soit miniaturisé et que ça fonctionne dans notre cas d'utilisation, mais on a essayé de faire le moins de développement possible. Et c'est pas là qu'on voyait la plus grosse valeur non plus de l'entreprise. Donc oui, c'est important d'internaliser la partie qui va réellement créer de la valeur dans l'entreprise, et certainement sur le long terme à mon sens. Non, à un moment il faut faire des choix pour être le plus lean, le plus rapide possible sur le développement. Ça dépend du business. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse toute faite à la question. Je suis d'accord avec John que en tant que business, il faut connaître ce qu'on appelle le core business. En français, le business, le centre du business. Quel est l'aspect principal, le cœur du business. Et donc, effectivement, ce sont les aspects. Quels sont les aspects de la technologie qui créent un différenciateur? Qu'est-ce qui crée de la valeur ajoutée pour mes utilisateurs? Et qu'est-ce qui crée de la valeur dans l'entreprise? Ces trois choses-là. Alors, en répondant à ces trois choses-là, nos ressources, les ressources internes, elles doivent aller vers un de ces trois canaux-là. Est-ce que ça différencie mon offre? Est-ce que ça crée de la valeur pour mes utilisateurs? Est-ce que ça crée de la valeur pour l'entreprise? Si la réponse à ces questions-là n'est pas oui pour un des trois, alors pourquoi mettre ses propres ressources? Il vaut mieux outsourcer, il vaut mieux aller chercher un sous-traitant. Ça dépend vraiment. Nous, on fait une partie en interne, on fait une partie en sous-traitance. Il faut vraiment bien analyser la situation. Je pense que finalement, à la fin, c'est l'ADN de la boîte qui va décider. Qu'est-ce qui fait de la différence pour les utilisateurs? Qu'est-ce qui fait de la différence pour la valeur de la boîte? Et en fonction de ça, ajuster. Si toi aussi, tu peux... Ok, toujours oui, non, les deux. Normalement, il faut choisir, nom de Dieu. La medtech, le besoin, il est global. Et quand on parle d'un problème qu'on va résoudre avec la medtech, on ne peut pas parler d'un marché seul. Ça ne justifie pas l'investissement qu'il faut mettre dans la medtech. C'est de toute façon un problème global. Le problème, il est aux US, il est en Europe, il est en Asie, il est en Afrique, il est partout. Alors, la question de quel continent, ça dépend. Est-ce qu'on parle du continent où on va positionner géographiquement l'équipe, c'est une chose. Est-ce qu'on parle du continent où on va se lancer commercialement? Est-ce qu'on parle du continent où on va accroître la croissance? Chaque continent a alors son pour et son contre. Oui. Nous, on a fait le choix de lancer commercialement aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y avait un marché plus grand et unique, je dirais, là-bas aux US, et à venir en Europe dans un second temps au niveau commercial. Par contre, au niveau de la R&D, on a décidé de faire la R&D en Europe et pas aux US. Pourquoi? Parce que les talents, et que ce soit principalement en Belgique, et autour de la Belgique aussi, le tissu universitaire et la qualité des profils techniques qu'on peut trouver en Europe n'ont rien à envier aux profils qu'on pourrait trouver aux US. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis les deux, parce que ça dépend de quoi on parle, et finalement, il faut jouer c'est une approche, c'est un business global. D'abord, je suis totalement d'accord avec Julien, je pense que sur tout ce qui est R&D, ressources, en plus, d'abord, il y a un super vivier de talents ici en Europe. C'est vrai que je me suis plus focalisé sur le lancement commercial et le marché pour pouvoir se lancer quelque part, et d'où ma réponse, US. Alors pourquoi? Simplement parce que par rapport à l'Europe, on est quand même sur un marché
je le rappelle, qui est très réglementé. Et cette fameuse réglementation est beaucoup mieux accompagnée, encadrée sur les États-Unis qu'en Europe. Pour obtenir une certification médicale aux États-Unis, on a la possibilité de pouvoir communiquer avec la FDA en amont d'une soumission de dossier, en amont d'une soumission de certification. Et donc de pouvoir quelque part dérisquer tout le cheminement qui nous attend avant cette soumission. Et ça c'est très bien, et ça peut se faire une fois, 2 fois, 3 fois, enfin voilà, il y a moyen de le faire. Donc, premier élément, c'est diminuer le risque par rapport à tout cela. Et puis, il y a le marché. On est en medtech, le niveau d'adoption est historiquement plus élevé sur les États-Unis qu'en Europe. Alors, le Covid-19 a clairement eu un gros impact sur le niveau d'adoption des nouvelles technologies en Europe et aux États-Unis aussi. Et puis, le troisième argument, quelque part, c'est un gros marché. Comme disait Julien tout à l'heure, on est face à un gros marché avec une seule langue. Et donc, quelque part, les coûts de développement sont différents de l'Europe, puisqu'en Europe, si on voulait atteindre la même taille de marché, on devrait engager des personnes qui parlent beaucoup de langues, et donc on devrait démultiplier les équipes de vente, après-vente, marketing, etc., ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Moi j'ai mis besoin, c'est-à-dire que un élément qui me semble essentiel quand on se lance, quand on fait une start-up d'une manière générale, et je pense que c'est voire même plus vrai encore pour une medtech, c'est que c'est important de vouloir répondre à un besoin précis. Et l'idée, le projet qu'on a au départ va évoluer, va pivoter, va peut-être même changer. Et tout cela n'a du sens que si on garde bien en tête le besoin auquel on veut répondre. Et en fait, je pense que c'est ça. Julien tout à l'heure a dit, nous on a gardé notre idée en tête et on a toujours voulu faire ça, mais après on a dû s'adapter parce que le marché nous a... C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien identifier le besoin, il faut bien le garder en tête parce qu'il y a énormément de choix extrêmement compliqués qui vont se présenter. Il y a des embûches, mais il y a des opportunités qui vont se présenter aussi. Et je pense qu'on est capable de faire les bons choix seulement si on garde bien en tête l'objectif final et donc le besoin auquel on veut répondre. Oui, moi c'est tout à fait dans le même sens. Donc j'ai marqué commence par la fin, si j'avais un conseil à donner. Alors c'est un peu ce que John disait au niveau du besoin. Au-delà du besoin, pour moi, c'est aussi au niveau vraiment de la manière de monétiser l'innovation qui va venir. Et ce que je veux dire par là, c'est que la medtech, c'est un gros investissement. C'est un investissement long. Ça prend, en moyenne, c'est entre 7 et 9 ans que ça prend pour partir de ground zero, donc du point de départ jusqu'à un dispositif médical qui est commercialisé. Donc c'est un travail de longue haleine. Et il faut vraiment identifier le besoin aussi, mais identifier la manière dont ce besoin va être, qui va payer pour ça. Et gardez bien ça en tête. Je vois trop d'innovations medtech qui sont faites sur base d'une curiosité d'innovation technologique. Hein. Donc, et le medtech ne le permet pas. Pourquoi? Parce que les timelines sont beaucoup trop longues que pour se permettre une curiosité scientifique ou une curiosité technologique de dire « Ah, je vais faire ça, ça va fonctionner et puis je trouverai quelqu'un pour payer. » Non, ça ne va pas. Il faut identifier le besoin, identifier la manière dont ça va être payé. Donc, est-ce qu'il y a un code de remboursement? Est-ce que c'est peut-être les consommateurs, les patients qui vont payer eux-mêmes ou qui va payer? Alors, ça va certainement changer. Ça, le temps, les choses évoluent sur 5-10 ans, ça ne bouge pas tellement, mais ça bouge quand même un peu. Mais il faut avoir une idée dès le début de savoir comment je vais monétiser mon innovation. Et au début, il se peut que les 6 mois ou les 12 mois du début de la boîte, ce soit zéro développement technologique. Ce soit que de la validation du marché, de la validation de l'opportunité du besoin, de la validation de l'opportunité marché, et bosser là-dessus. Et puis après, une fois qu'on a bien compris ça, on a bien compris qui allait payer et comment ça va être payé, alors on commence à dérisquer l'aspect technique. Et en tant qu'ingénieur, moi je suis ingénieur scientifique de formation, la tentation est grande de se lancer dans le premier prototype. J'ai mon premier prototype, je vais chercher mes investisseurs, je vais être financé. Non, ça ne marche pas comme ça. Par contre, si j'ai un marché clair avec un code de remboursement, que c'est éprouvé qu'on peut aller chercher ce code de remboursement, alors là ça devient intéressant, il y a la valeur qui est créée. Jonathan, dis-nous. Pour moi, c'est un acteur incontournable pour les entreprises qui font du digital en Wallonie. C'est notre cas, on est en Wallonie, on est dans le medtech, mais on fait du digital aussi. Au-delà de ça, c'est le côté early stage aussi. On les a approchés au tout début du projet. Et puis, la raison pour laquelle on a finalement travaillé avec eux, c'est que derrière, il y a un gros réseau, il y a une expertise, mais il y a aussi un gros réseau. Et ils sont capables de nous accompagner sur du long terme, donc c'est des choses importantes pour nous. Alors moi j'ai mis 2 choses, j'ai mis le développement en Wallonie et la compréhension de
ce que ça prend de faire une innovation medtech. Je pense que pour nous, c'est les deux choses qui ont été importantes. D'une part, donc, on a une activité en Wallonie qu'on comptait développer, et donc c'est naturel, je pense, d'aller trouver Wing pour financer ce développement. Comme je le disais avant, on essaie de toujours faire correspondre les sources de financement avec l'utilisation du capital. Donc, ça veut dire que si on développe une activité en Wallonie, on va aller chercher les acteurs wallons. Si je développe une activité dans la Silicon Valley, je vais chercher les acteurs de la Silicon Valley. Donc ça, c'était une première chose. Et alors nous, on cherchait du capital qui était du capital patient, d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que, comme je disais, le medtech, c'est 7 à 9 ans avant de pouvoir lancer le produit. Donc il faut des investisseurs qui comprennent ces timelines et qui sont d'accord d'investir early stage, donc ça veut dire au début, sur un investissement qui va peut-être prendre 7, 8, 9 ans avant de retourner son investissement. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des investisseurs qui ne souhaitent pas faire ça, et je pense qu'à travers la discussion qu'on a avec Wing, c'est tout à fait des timelines avec lesquels ils étaient tout à fait à l'aise, et aussi ils étaient, comment dire, c'était pas la première fois, c'était quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire, et donc ça correspondait bien, ça matchait bien avec ce qu'on cherchait. Donc c'est comme ça qu'on a bossé ensemble. Moi j'ai mis écoute. En ce qui me concerne. Ah oui, j'ai encore écrit en anglais, moi. Je sais plus fort que moi. Mais tu vois, t'en as mis 2, tu vois, donc ouais, t'as mis availability plus. Ah, Ouais. ouais, Donc, effectivement, en fait, c'est pour ça, je pense que écoute, finalement, résume assez bien le tout. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, Sophie est disponible. Quand on a besoin de quelque chose, on peut la contacter. Et puis derrière, elle est impliquée. Donc, elle est à l'écoute de nos besoins. Et derrière, elle va effectivement pouvoir activer le réseau qu'elle a pour essayer de nous aider au maximum, quoi, voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Ouais, moi, j'ai mis donc, availability and dedication to the case, ce qui veut dire donc, disponibilité et dédication, ça se dit en français? Non. Non? Comment on dit Non, c'est être dédié. Hein. Être dédié, ouais. et le fait d'être dédié au cas. Donc, ce que je veux dire par là, donc, la disponibilité, Géry, je peux l'appeler quand je veux, il est toujours là, il est disponible, que ce soit. Parce que bon, avec le décalage horaire, c'est tard, mais il est toujours là, donc ça c'est vraiment super. C'est dans les deux sens aussi, je suis forcément disponible pour lui, mais ça c'est vraiment un plaisir de travailler avec un collaborateur comme ça, savoir que si j'ai besoin de que ce soit, je peux l'appeler. C'est une première chose. Mais alors ça c'est bien, mais c'est aussi bien que ça suive derrière. Et ça c'est clairement que nous on travaille avec la série sur 2 rounds, et donc chaque fois, donc il y a des rounds qui ont été plus durs que d'autres. Plus difficiles que d'autres, mais voilà, Géry était là et il a su aller défendre notre cas au sein de son. Il a aussi son comité, il a aussi ses boss, mais il est là, il est derrière, il nous soutient et il walk the talk, donc il walk the talk. Il continue, il fait ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit, donc s'il dit ok, je vais aller me battre, je vais aller chercher cet investissement, ben il va chercher cet investissement. Mais ça c'est de nouveau, ça montre la dédication qu'il y a derrière et le dévouement, c'est ça, c'est le mot, le dévouement qu'il y a derrière et voilà, et ça c'est vraiment, c'est un plaisir, c'est ce dont on a besoin, hein, donc c'est vraiment top. Donc moi j'ai envie de dire, prends plus de risques, je pense que je comprends, il y a parfois forcément il y a un besoin d'une certaine modération dans le ticket d'investissement, mais je pense que nous, comme toute startup, c'est toujours bien de voir des investisseurs qui prennent des plus gros tickets. Et donc ça, c'est un petit wink wink to the next round. Feel free. Alors moi j'ai mis expertise en développement, c'est-à-dire que je dirais Sophie est vraiment dévouée à ce qu'on fait. Elle est disponible comme je le disais tout à l'heure. Maintenant, elle ne vient pas initialement de ce secteur medtech. On sait que c'est un point, on sait que c'est un axe ou un secteur sur lequel Wing se développe de plus en plus. Mais ils ne viennent pas de là au départ. Et donc, clairement, je dirais évidemment plus d'expertise, un réseau peut-être plus pointu dans ce domaine-là, sont des choses qui pourraient être extrêmement utiles et qui sont en cours de développement. Donc, voilà. À votre avis, on leur a demandé pourquoi ils étaient venus chercher le Wing ou la série W. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Donc vous pouvez montrer vos réponses. Allez! C'est la même. Ils ont été briefés ici. On est cohérent, c'est tout. Ouais. Ah bah, c'était pas loin. Hein. Date de création d'entreprise. De celle que vous suivez, quoi. Allez-y. Alors, en tout cas, des deux gagnants, c'est Géry qui prend le point ici. C'était 2014 pour Bloom Life. Et alors, Gabi, 2017. Oh mince, c'était un 18 que 2018. je voulais mettre. Tu voulais mettre ça? 2018, C'est vrai, je te jure. mais tu perds le point quand Un même. demi-point. Il prend un demi-point. Combien ils ont d'employés ou de full-time quoi, chez eux quoi. Sérieusement, incroyable.
Vous êtes au nombre près. Donc ça que vous avez écouté dans le couloir juste là. Non, non. Et pour répondre 12, hein, Jonathan il a dû réfléchir. La date du lancement de l'activité commerciale. L'année, je veux dire. L'année où il se lance sur le marché, quoi. Et c'est Géry qui prend le point. Mais peut-être que toi tu as écrit la réalité. Et que là, moi j'ai de l'entrepreneur qui dit, tu vois le truc. Lui, il est sur 2023 et il est sur même plus tôt. Mais ça, on sait tout ce que c'est faux, hein, mais même lui quand il le dit, mais voilà. Ok. Un demi-point. Ouais. Allez. La plus grande qualité qu'il vous attribue à chacun. Là, il faut aucune humilité. Hein. C'est vraiment ce jeu-là. Patience, disponible. C'était ça? C'est pas vraiment, c'est pas le mot, mais Ah, enfin, c'est une qualité que... Ok, d'accord. Et chez toi, Géry, c'était... Tu peux retourner sur ce que tu viens de mettre? La patience, dans le sens l'écoute, la... Ah bah c'était Ouais. ça aussi. En fait, c'est vrai. En fait, vous l'avez tous les deux. Vous l'avez... Super. Malheureusement, on a dû poser cette question-là, le plus grand défaut. Eh ben, en tout cas, Géry, c'est exactement ça, la prudence. Il rêverait à des tickets plus grands, plus hauts, plus forts, plus vite, voilà. Ouais. Chez toi, il soulignait bien sûr le professionnalisme et le plaisir qu'il a travaillé au quotidien. Mais en effet, comme tu nous disais avant, tu viens pas de la medtech. Donc là, on est quand même sur une victoire de Géry. Hein, j'aimerais qu'il y ait un petit check qui se passe quand même, un petit bravo à l'un à l'autre. Je l'avoue. Après, toi, tu me suis depuis plus longtemps, non? Ouais, on va dire ça, ouais. On va dire. Oui, je veux pas pour le gagne, mais quand il gagne, il est quand même content. C'est quoi le truc que vous êtes le plus fier quand même dans ce qu'ils ont fait ou dans leur comportement au quotidien, tu vois, là où vous dites c'est cool quand même de les suivre. Professionnalisme et ambiance. Donc, Jonathan Jonathan est brillant. Il fait preuve d'un professionnalisme exemplaire, mais malgré tout, humainement parlant, il est top et il met toujours une bonne ambiance et les CA se passent merveilleusement bien. On voit pas le temps passer, donc c'est très positif de les suivre. Ouais, Julien est quelqu'un qui ose, qui a pris des risques et qui a une vraie vision et quelqu'un qui est tenace et qui est obstiné parce que l'histoire n'a pas toujours été facile, mais voilà, il y croit. Top. Je vous applaudis, moi, bravo pour. J'ai ri de cette première, je sais pas, mais c'est bien.